Bonjour, soyez les bienvenus pour votre dimanche en politique sur France 3, Paris-Île-de-France. Notre invitée ce matin, la députée LFI de Paris, Sarah Legrin. Bonjour, merci d'être avec nous. Députée du 19e arrondissement et vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi enseignante de français. On abordera d'ailleurs la thématique de l'éducation dans cette émission. On reviendra notamment sur le choc des savoirs, une réforme annoncée en décembre dernier par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Dossier repris depuis par Nicole Belloubet, qui va devoir notamment affronter la polémique sur les groupes de niveau. Mais avant, l'hommage de la nation à un résistant étranger communiste qui est entré au Panthéon mercredi soir. Le poète Missak Manouchian, accompagné de sa femme Mélinée, et avec eux, 23 camarades fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Cérémonie émouvante mercredi soir. On voit d'ailleurs les images de cette belle cérémonie. Est-ce que c'était une belle idée d'Emmanuel Macron de panthéoniser Missak Manouchian, sa femme, et à travers eux, tous ses compagnons de la résistance fusillés? C'était surtout une idée très importante pour l'ensemble de la nation. Et c'était effectivement, vous l'avez dit, j'y étais un moment très très émouvant, qui, je pense, restera gravé dans ma mémoire. C'est pas tous les jours qu'on peut assister à la panthéonisation de résistants communistes qui se sont battus contre le nazisme, qui étaient d'origine étrangère. Et je crois que c'était évidemment encore plus émouvant pour toutes celles et ceux qui, comme moi, comme tous ceux de la France insoumise et au-delà, se battent pour le partage des richesses, pour l'humanisme et contre aussi les idées héritières du nazisme, les idées rances de xénophobie. Et à ce titre-là, c'était comme une victoire éclatante de ces idées sur celle du nazisme dont on nous laisse penser parfois qu'elle domine dans le pays. En 2021, c'est Joséphine Baker qui était panthéonisée, américaine de naissance, qui avait obtenu la nationalité française par mariage. Missak Manouchian est donc le premier étranger à rentrer au Panthéon. Lui, avec qui on avait refusé la nationalité française, qui s'était pourtant engagé dans la résistance. Vous y voyez un symbole ? Oui, bien sûr, c'est un symbole très fort. C'est un symbole qu'Emmanuel Macron a appuyé dans son discours, qui était d'ailleurs un assez beau discours parce qu'il était parsemé de paroles de poètes et d'artistes. Et je crois que c'est ce qui faisait aussi la très grande beauté de cette cérémonie. Il y a eu notamment des citations nombreuses de Louis Aragon. Il y a eu cette reprise incroyable, je veux la saluer ici, par le groupe Feu Chatterton de la magnifique Affiche rouge d'Aragon interprétée par Léo Ferré. Et c'était tout cela participait de la beauté de la cérémonie et du discours. Mais Emmanuel Macron a beaucoup mis l'accent sur le fait que Missak et Mélinée Manouchian étaient des étrangers. Et pour le coup, c'est vrai que pour des gens comme moi, c'était aussi quelque chose qui pouvait sembler disons, un peu paradoxal et avoir un goût doux amer à l'heure où on vient de supprimer le droit du sol à Mayotte et à l'heure où le Rassemblement national et les macronistes, main dans la main, ont adopté une loi qui est la pire loi qu'on ait connue en matière d'immigration et qui va à l'encontre des principes de droit d'asile dont il faisait là l'éloge. Mais encore une fois, d'avoir toute la nation en fait, de voir que toute la nation, y compris celles et ceux qui au quotidien font tout pour abolir cet héritage de la résistance et de la libération, qui font tout pour faire revenir les pires idées dans le pays, et bien de se dire que ceux-là eux-mêmes ont été contraints par l'ensemble de la nation de s'incliner devant la mémoire de Missak et Mélinée Manouchian, je crois que c'était quand même un sacré plaisir. Une capitulation du parti à la flamme face à la résistance, a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, la capitulation sans condition. Finalement, c'est comme si 80 ans après était enfin consacrer la victoire éclatante des résistants communistes, de ces résistants étrangers sur le nazisme et sur toutes les idées rances dont il était l'emblème et qui aujourd'hui, malheureusement, ces idées se répandent dans le pays. Donc je crois que non, c'était finalement, il faut le prendre comme un moment de victoire, de grande émotion, et puis un moment où on est aussi sans naïveté aucune vis-à-vis des tentatives peut-être d'une récupération politique un peu hypocrite de la part de ceux qui, dans leurs actes politiques, ne sont pas forcément à l'image de ceux qu'ils honorent. Voilà. Allez, on en vient à un sujet qui vous est cher, le sujet de l'éducation. On a pas mal de choses à dire, je ne sais pas si on va pouvoir tout aborder. D'abord, peut-être déjà une réaction au remplacement de l'ex-ministre Amélie Oudéa-Castéra par Nicole Belloubet, à la tête du ministère de l'Éducation. C'était inévitable, selon vous ? Bien sûr, et d'une certaine façon, il était temps. Mais d'une certaine façon, je dirais que ce passage
d'Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation nationale, un passage éclair, record. Polémique sur les propos, il sur a eu le une forme remplacement des profs. Oui, mais il a eu une forme d'utilité. C'est qu'il a mis en évidence de façon éclatante un mépris de la caste macroniste vis-à-vis de l'éducation nationale et surtout de l'école publique. Il a mis en évidence aussi ce scandale d'un certain séparatisme scolaire, de l'entre-soi d'une caste qui finalement alimente l'école privée, alimente des établissements qui ne se conforment pas finalement aux objectifs et aux principes républicains et qui, dans le même temps, évidemment, tape sur l'école publique, sur les professeurs non remplacés, alors même que, et on le voit encore aujourd'hui avec les coupes budgétaires, ces professeurs ces postes sont supprimés, ce qui rend évidemment difficile d'avoir un professeur devant tous les élèves de France. Alors, on va en parler. Peut-être arrêtons-nous sur l'établissement Stanislas, qui est cet établissement privé catholique où sont scolarisés les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra, établissement qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, après la révélation de Mediapart rendant public un rapport de l'inspection générale de l'éducation, dérives homophobes et sexistes, pratiques non conformes avec la loi, comme l'obligation de suivre des cours de catéchisme. Est-ce qu'il faut déconventionner cet établissement? Bien évidemment. Mais là encore, on a affaire Même s'ils se mettent dans les règles, comme le demande la mairie de Paris? Tout établissement qui respecte les règles respecte les règles. Mais là, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un rapport qui a été rendu en août dernier, qui a été tenu secret par le ministre Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, puis par Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre de l'Éducation nationale. Ils n'en avaient pas connaissance. Quand ils en ont eu connaissance, ils ont dit qu'il n'y avait rien dedans. Et puis quand en fait on regarde, il y a 30 pages qui sont accablantes sur cet établissement. Et puis après, on apprend que effectivement, Amélie Oudéa-Castéra non seulement scolarise ses enfants là-bas, mais a un fils qui a bénéficié d'un contournement de Parcoursup, qui est quand même quelque chose que nous dénonçons, cette logique de tri de Parcoursup. On constate que pour les élites et pour un petit entre-soi qui a le pouvoir, ce tri de Parcoursup ne fonctionne pas de la même façon et que eux trouvent des façons de le contourner. Et puis on apprend aussi que c'est là que les sénateurs vont nager et faire le sport. Alors ça devient un peu un lieu emblématique comme ça, préservé, qui n'est pas obligé de respecter les règles de la République parce qu'il est le lieu de reproduction d'un entre-soi que je pense il faut combattre parce qu'il est vraiment le pendant de tout le mal qu'on fait subir à l'éducation nationale et à l'école publique qui doit accueillir tous les enfants de France. L'éducation nationale qui va devoir participer à l'effort d'économie de 10 milliards d'euros réclamé par Bruno Le Maire pour compenser des prévisions de croissance en baisse. Près de 700 millions d'euros à trouver dans le budget de l'éducation nationale, 900 millions pour l'enseignement supérieur. Une réaction déjà de votre part? Alors, première chose, sur ces 10 milliards, je voudrais quand même souligner le fait que c'est non seulement une saignée, mais un scandale démocratique absolu. C'est-à-dire que normalement, ce qui fondent les délibérations démocratiques depuis la nuit des temps, c'est beaucoup la question des budgets, à qui on va prélever des recettes et pour en faire quoi de ce budget? On a eu un budget qui a été... On dépense moins, dit Bruno Le Maire. Alors là, on a eu un budget qui a été adopté déjà à coup de 49.3. Je vous rappelle que le 49.3 a permis de raboter des amendements qu'on avait réussi à faire passer justement pour ponctionner davantage les plus riches, ceux qui s'enrichissent le plus, pour pouvoir dépenser davantage pour les services publics. Et puis maintenant, par décret, on nous sabre 10 milliards et attention, je dis aux gens, faites attention, ce n'est pas fini parce que la même entourloupe est en train de se produire au niveau européen puisque là, au niveau européen, on est en train de signer en douce un accord budgétaire qui nous annonce 24 milliards d'économies et d'ailleurs, la France insoumise a aujourd'hui annoncé demander un référendum sur le sujet parce que c'en est fini de cette gestion budgétaire absolument non démocratique et surtout contraire à l'intérêt général des Français parce que tout le monde comprendra qu'on a besoin de profs dans les écoles et que 700 millions en moins... C'est 10 millions, c'est 10 000 postes en moins. C'est un budget qui est en hausse. 63,6 milliards d'euros cette année. C'est près de 4 milliards d'euros de plus pour le budget de l'éducation nationale, dont 1,9 milliard pour la hausse des rémunérations. Oui, mais la hausse des rémunérations, vous avez remarqué qu'il y a une inflation dans le pays. Donc on ne veut pas que le salaire des professeurs baisse. On était pour le dégel du point d'indice, notamment. Et on voit bien que d'ailleurs les rattrapages de rémunération qui ont été d'ailleurs il a encore eu des annonces, des mensonges et puis finalement le rattrapage des rémunérations n'est pas du tout là où il devrait. Mais surtout le problème principal qui est celui que soulignait Madame Oudéa-Castéra tout en mentant sur la situation de son fils, c'est la question du nombre de professeurs qu'on a. Or dans ce budget, on a 700 millions annoncés comme suppression. Ça donne, ces 700 millions, ce sont 11 000 postes supprimés, dont plus de 4 000 postes de profs, d'enseignants, et 4 000 profs d'AED et d'AESH, c'est-à-dire les surveillants et celles et ceux, surtout celles qui s'occupent des personnes
C'est pas dans les 700 millions. Nicole Belloubet nous disait que ça ne concernerait pas la partie personnelle. Oui, mais on a regardé, sauf qu'on a regardé tel quel, hein, et il y a la ligne rémunération. Donc si c'est pas des suppressions de postes, qu'on nous explique comment vous baissez les rémunérations des profs, qu'est-ce qui va être chez à Paris, d'ailleurs, 125 postes d'enseignants du premier degré et 128 dans le second degré doivent être supprimés en septembre. Anne Hidalgo nous avait alerté là-dessus. Ça avait déjà été le cas dans la dernière rentrée, c'est encore le cas. Je sais que les enseignants se mobilisent, ils se mobilisent aussi contre les annonces faites de choc des savoirs, etc. Mais là, je crois que vraiment, il faut faire front face à ces attaques que tout le monde ressent, les parents, les professeurs, les élèves, contre notre école publique. Et je sais qu'il y a d'ailleurs normalement une mobilisation devant le rectorat de Paris lundi prochain sur le sujet. Et en tout cas, je pense que les professeurs resteront mobilisés et que le changement de ministre ne change pas visiblement la politique totalement délétère et même oblige Gabriel Attal à lui-même annuler les annonces mensongères qu'il avait fait auparavant. Alors, vous en parliez, le choc des savoirs. On va s'arrêter sur cette réforme qui avait été annoncée en décembre dernier, lorsque Gabriel Attal était encore à la tête du ministère de l'Éducation nationale. C'est donc désormais Nicole Belloubet qui en a la charge. On fait le point sur ce qui attend les élèves à la rentrée prochaine avec Laetitia Legendre. Plus d'exigences et des mesures fortes pour que les élèves réussissent mieux à l'école. Tout d'abord, au primaire, où le ministre de l'Éducation entend déployer de nouveaux programmes plus clairs avec des manuels scolaires. Par ailleurs, sur le redoublement, ce ne seront plus les parents mais les enseignants qui auront le dernier mot. C'est très bien parce que justement, c'est les professeurs qui sont à même de connaître le niveau de l'enfant. Et redoubler, c'est pas une punition. C'est peut-être justement pour avoir la chance de faire mieux la seconde année. Non, moi je suis plutôt tout à fait pour. Je trouve que c'est un peu pénalisant pour les parents de ne pas pouvoir dire leur mot maintenant. En 2021, moins de 4% des enfants en fin de CM2 avaient redoublé au moins une fois une classe. En 1987, ils étaient 33%. Les enseignants pourront aussi recommander aux élèves des stages de réussite pendant les vacances scolaires qui conditionneront leur passage dans la classe supérieure. Une réforme qui ne convainc pas certains syndicats. Il essaye de donner de la liberté aux enseignants et il le vend comme ça, mais d'un autre côté, il va freiner la liberté pédagogique des enseignants puisqu'il annonce des manuels obligatoires, des méthodes pédagogiques obligatoires, une refonte des programmes dans un temps très court. Réforme d'importance aussi au collège avec l'instauration de groupes de niveau en français et en mathématiques. Le brevet deviendra indispensable pour entrer au lycée. Les élèves qui ne l'obtiendront pas n'iront pas en seconde l'année suivante, mais pourront rejoindre une classe prépa-lycée. Autre annonce, la création au baccalauréat d'une épreuve anticipée de mathématiques et de sciences sur le modèle de l'épreuve de français en fin de première. Et on va s'arrêter d'abord sur cette question qui fait beaucoup parler actuellement. Les groupes de niveau à la rentrée 2024, les classes de 6e et 5e seront concernées et les 4e et 3e seront concernés en 2025, si bien sûr cette réforme est menée à bout. L'idée d'avoir des effectifs plus réduits par groupe, pourquoi ça fait tant de polémiques ? Alors attendez, c'est pas le sujet. Pas d'avoir des groupes Parce de niveau, que plutôt. d'avoir des effectifs réduits, c'est justement ce que demandent les enseignants, les élèves et les parents depuis des années. Et qu'est-ce qu'on fait ? On empile les élèves dans des classes parce qu'on supprime des postes de professeurs. Donc les effectifs plus réduits, vous demandez à n'importe quel professeur vous dira évidemment qu'on fait mieux cours. Il n'y a que Amélie Oudéa-Castéra pour croire qu'au contraire il y a une émulation quand on est comme des sardines en boîte dans une classe. Mais les groupes en réalité, niveau... voilà, là il ne s'agit pas d'avoir des groupes réduits parce que d'ailleurs, je signale que Gabriel Attal, pour faire des groupes réduits, aurait besoin de plus de professeurs, qu'il en avait annoncé 2137 il y a 2 mois et que là, il est en train d'en supprimer le double. Enfin, passons sur et qu'il avait déjà supprimé à peu près de 2200 au moment du budget 2024. Donc, si vous suivez, on continue à supprimer des profs et on considère et on dit qu'on va faire des groupes. Donc, le sujet, c'est pas les groupes et c'est pas les effectifs réduits. Le sujet, c'est le niveau. Et c'est une logique de tri, qui est la logique qui est à l'œuvre déjà avec Parcoursup, qui est à l'œuvre déjà depuis plusieurs années et qui en fait renvoie à une très vieille idéologie pour un jeune homme, puisque c'est vraiment l'école. Finalement, c'est le renoncement au collège unique, hein, c'est-à-dire le renoncement au fait que tous les élèves, quel que soit leur niveau, leur origine sociale, vont acquérir ensemble des compétences, vont être mélangés, vont pouvoir progresser ensemble. Quand vous mettez les élèves par niveau, ce que vous faites, c'est que vous abandonnez les plus faibles. C'est ça que vous dites. En fait, vous renoncez à l'élévation générale du niveau
scolaire, ce que vous faites, c'est que vous considérez que certains vont être vous laisser sur le bord de la route. Intégrer un niveau d'élèves en difficulté ferait qu'on serait continuellement dans ce niveau. C'est à ce niveau-là, puisque Nicole Belloubet dit que je refuserais tout système de tri social et qu'elle entend vérifier comment les élèves d'un groupe qui étaient en compétences faibles sur telle matière ont acquis ces compétences pour les faire changer de niveau. Bon, alors, ça, vous ne la croyez pas, la ministre de l'Éducation nationale? La première des choses, c'est que pour n'importe quel enseignant, par exemple, on sent tout de suite l'usine à gaz. Parce que les enseignants, dans leur pratique pédagogique, ils pratiquent de la pédagogie différenciée. C'est ça leur liberté pédagogique et c'est leur talent, leurs compétences. Quand ils ont une classe hétérogène, ils savent faire pour que justement chacun puisse suivre. Ils savent adapter leur pédagogie. Parfois, ils font même des groupes de niveau, mais avec leur propre façon de mettre ensemble quelques élèves. Et puis quand les niveaux ont été rattrapés, on remet avec les autres élèves. On fait parfois des binômes justement avec un fort, un faible, etc. Ça, c'est la pédagogie des professeurs. Ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'on va décider, c'est-à-dire que dès l'entrée en classe, voire même avant l'entrée dans une classe de collège, on va déjà décider qui sont les forts, qui sont les faibles, etc. Et alors, bon courage pour ensuite aller vous hisser en dehors du groupe des faibles quand vous êtes dans le groupe des faibles. Par ailleurs, toutes les études, y compris l'étude PISA, que le gouvernement adore citer, disent que les pays où justement le niveau général est le plus élevé, où le système scolaire fonctionne le mieux, où il y a le moins de décrochage scolaire, c'est des pays où il y a de la mixité et non pas des pays où justement il y a du classement par niveau. Pour vous, c'est une mauvaise chose. En revanche, la prépa lycée, pour ceux qui auraient raté le brevet. Vous qui avez enseigné dans le au lycée, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que ça pourrait permettre d'avoir des élèves qui ont rattrapé leur retard avant de rentrer en seconde? En fait, pardon, mais ils appellent ça prépa, mais ça arrive trop tard. C'est pas de la préparation, ça. La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les causes du décrochage. Un élève qui n'a pas son brevet à la fin du collège, il faut se demander pourquoi. Il faut aller chercher justement dans le décrochage scolaire, dans les effectifs trop nombreux, dans un certain nombre de raisons, la ségrégation scolaire également, le fait que des élèves décrochent. Mais de considérer qu'un élève décrocheur, on sait ce que ça signifie. Un élève qui réussit mal, en général, il est décrocheur, donc c'est un élève qui a du mal à aller à l'école. De considérer qu'en l'envoyant à l'école pendant les vacances d'été, on répond à la question, c'est un petit peu du délire. Et par ailleurs, le vrai discours qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'il arrive aux élèves qui, justement, n'auront pas fait leur prépa seconde? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de fabriquer, en fait, des milliers d'élèves qui arrêteront après le collège? Ou qui iront professionnels. Voilà, ou qui seront orientés sur la voie professionnelle, qui est en train, par ailleurs, d'être détruite par une réforme totalement scandaleuse, qui est une réforme qui, au lieu de donner de l'ambition à l'enseignement professionnel et d'en faire un haut niveau, une possibilité de qualifier les élèves à haut niveau, est en train de le vendre à l'apprentissage, c'est-à-dire aux entreprises. Allez, on avance un peu sur cette émission, parce qu'on est en train de perdre un peu de temps. Et on va aborder un sujet qui touche nombre de femmes, ce sont les violences sexuelles. Près de 85 000 victimes de violences sexuelles en France en 2022, en tout cas pour celles qui ont été recensées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, des chiffres en hausse de 11%. En 2022, après une année 2021 où on enregistrait déjà des hausses très importantes. L'Europe s'est dotée d'un texte sur les violences faites aux femmes, mais sans inclure la notion de viol, faute d'accord entre les pays. La France, l'Allemagne et la Hongrie, par exemple, s'opposent à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale du viol. C'est justement la proposition de loi que vous présentez à l'Assemblée nationale. Concrètement, que prévoit cette proposition de loi? Alors, d'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est que là, actuellement, Macron fait un peu honte à la France. Vous l'avez déjà vu saluer Depardieu au moment où cet homme est accusé par 15 femmes d'agression sexuelle et de viol. Et là, il a bloqué avec notamment Orban de la Hongrie, qu'on sait pas très progressiste, avec l'Allemagne aussi, cette définition du viol, c'est-à-dire la présence du mot viol dans une directive qui quand même parle des violences faites aux femmes. Donc il n'y a plus le mot viol à cause du blocage notamment d'Emmanuel Macron, au motif que dans cette directive est mentionnée la notion du consentement. Dans notre loi actuelle, dans notre définition pénale du viol et de l'agression sexuelle, il y a 4 critères: violence, menace, contrainte et surprise. Et on considère que pour prouver qu'il n'y a pas eu consentement, il faut prouver l'un de ces 4 critères. Ce que disent de nombreux magistrats, avocats, organisations féministes, c'est que ces 4 critères-là, ils laissent une marge d'appréciation et d'interprétation trop large
trop floue plutôt, et donc parfois trop restrictive aux juges, aux magistrats, aux policiers aussi, ce qui fait que vous avez des actes d'enquête qui s'arrêtent. En fait, aujourd'hui, vous avez un très grand nombre de classements sans suite parce que on va considérer qu'une femme va pas être en état de prouver, ou le ministère public va pas pouvoir prouver qu'il y a eu non-respect du consentement parce qu'il n'y a pas eu contrainte, menace, violence, surprise. Dans cette proposition de loi, il y aurait ce texte-là, le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir demander, dans le cadre d'une relation sexuelle entre deux parties, que chaque partie demande le consentement de l'autre? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand vous avez une femme qui dit qu'elle est qu'elle a été victime de violences sexuelles ou sexuelles, enfin de violences sexuelles en l'occurrence, on va aller chercher, le ministère public va devoir apporter la preuve qu'elle a été victime d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Et dans certains cas, notamment des cas qui ont été maintenant bien montrés, de sidération, d'emprise, vous avez des femmes qui n'ont pas réagi et pourtant les hommes avaient tout moyen de considérer qu'elle ne pouvait pas être consentante. Par exemple, quand vous avez une autorité morale sur la personne. Par exemple, quand vous exercez une pression d'une façon ou d'une autre. Et ça, soit ça peut être retenu dans la contrainte, mais le fait de marquer, le fait d'inscrire dans la loi, en plus de ces 4 critères, la notion de consentement permettra aussi aux magistrats de demander aux messieurs qui sont mis en cause ce qu'ils ont fait pour s'assurer du consentement. Donc vous me demandez, est-ce qu'il y aura besoin de signer? Moi, j'ai envie de vous demander à l'inverse. Signer, de se dire... oui. Justement, mais après, comment prouver? Est-ce que ça... je vais être un peu provocante, mais parce que vous avez l'impression que les relations sexuelles habituelles et normales et non violentes ne s'assurent pas du consentement de la personne. En réalité, c'est ça ce qui devrait être la norme. C'est ça qui devrait être la norme. Et quel est le risque à prendre pour un homme d'avoir à demander à une femme et à s'assurer qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle? D'un homme, demandant à un homme aussi, ou d'une femme ou demandant à un homme aussi, pardon, parce qu'effectivement, les hommes aussi, et ils font partie des victimes de violences sexuelles. Par contre, l'immense majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes. Non, voilà ça veut dire, est-ce qu'on n'aura pas... Comment prouver... Enfin, est-ce que ça inverse la charge de la preuve? Alors ça, c'est une question qui est souvent Parce que c'est le cas en Suède. Non, c'est pas. En fait, en réalité, tout dépend du type de droit dans lequel vous êtes. Nous, on reste de toute façon dans un droit où on demande évidemment à la personne qui met en cause ou au ministère public de faire la preuve de la culpabilité. Ça ne changera rien. On va pas rompre avec la présomption d'innocence, bien évidemment. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on demande, c'est que en réalité, vous avez dans des procès-verbaux des hommes qui peuvent dire, elle était clairement pas consentante. Si on n'arrive pas à montrer la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, c'est pas forcément un viol. Nous, on est pour qu'à un moment, on puisse demander dans une procédure, dans les éléments approuvés, demander qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer du consentement de la victime, ou alors plutôt, madame était dans tel ou tel état, ou monsieur était dans tel ou tel état, à quel moment avez-vous pu penser, qu'est-ce qui vous fait expliquer qu'il pourrait ou elle aurait pu être consentante. Donc c'est ça la logique. Allez, il nous reste 2 minutes 30 d'émission, ça passe très vite. Peut-être, on va parler des élections européennes qui approchent. Il n'y aura, on le sait, pas de liste d'union de la gauche. Il n'y aura pas de liste commune entre LFI et le NPA. La LFI pointe un nombre de désaccords trop importants. Est-ce que la France insoumise restera seule? Il y a eu une tentative là avec Génération S, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui, en tout cas, la première des choses à noter, c'est que la France insoumise est la seule force de la NUPES qui a cherché à obtenir une liste d'union la plus large. Alors, une liste de la NUPES, c'était ce que nous voulions. D'ailleurs, tous les sondages montrent que si là, on avait une liste de la NUPES, on pourrait viser d'être en tête aux élections européennes. C'est quand même désastreux de ne pas le faire. Il y a que les électeurs, peut-être, de Génération S qui sont prêts à partir avec vous. Mais on est donc les seuls. Donc, ce que je dis, c'est qu'on est les seuls à avoir cherché ce rassemblement. Les coordinateurs ont été désavoués par le bureau exécutif. Ça, du coup, ça regarde le fonctionnement interne de Génération. Mais est-ce que vous appelez le bureau exécutif à respecter le vote des électeurs de Génération? Il y a eu un vote des militants de Génération. Je ne sais pas si je comprends bien, il y a un deuxième vote qui va être organisé. Enfin, visiblement, il y a quand même une appétence d'un grand nombre de militants de Génération et j'espère que ça pourra être une majorité et qu'ils nous rejoindront parce que je pense que ceux qui ont fait ce choix-là ont identifié la France insoumise comme étant celle qui était l'héritière de l'espoir levé par la NUPES. Génération, c'est un mouvement qui a toujours été très attaché à la question de l'unité et je crois qu'ils reconnaissent que la France insoumise a fait cette démarche aussi. Une dernière question, est-ce qu'il faut plus de démocratie interne au sein du mouvement? De nombreux militants le souhaitent, Clémentine Autain aussi.
Alors, de nombreux militants... Enfin, en tout cas, il y a 500 signataires de l'appel pour oui. une 6e République au sein de LFI. Oui. Alors, il y a eu le dernier vote qui a eu lieu au sein de la France Insoumise, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était en janvier dernier. Il y a 57 000 personnes qui ont voté, qui ont approuvé très largement des textes qui avaient été d'abord discutés dans l'ensemble des groupes locaux, puis dans l'ensemble des départements, puis dans une assemblée représentative donc, réunissant... il y a de la démocratie, c'est ce que vous dites. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en général, ceux qui disent ça ne mettent pas en évidence le fait que dans le mouvement, tous les 6 mois, on se réunit pour discuter de la stratégie et aussi pour discuter de notre organisation interne, parce qu'on assume d'être un mouvement évolutif. Et quant au cadre de discussion, justement, souvent, c'est plutôt des gens qui sont pas très contents que dans les cadres de discussion, ce soit pas leur opinion qui soit majoritaire, qui disent après qu'il n'y a jamais eu d'endroit pour discuter. Voilà. On a entendu le message. Merci beaucoup, Sarah Legrain, d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier. Très bon dimanche à vous.